replonger dans le match qui va constituer le cœur de notre grande soirée, Michel, avec la traditionnelle statistique proposée par Philippe Doucet. Opposition entre les clubs français et le Bayern Munich, c'est ça Philippe, hein? Oui Thierry, puisque si vous avez bonne mémoire, c'était à l'époque où vous commentiez des matchs, il y en avait eu un très dernièrement, c'était un PSG Bayern, c'est le dernier en date en tout cas des affrontements. On va voir tout de suite comment ça s'était terminé par un énorme éclat de voix de Thierry Gilardi, puisque c'était dans les arrêts de jeu que Laurent Leroy avait offert la victoire au PSG. Alors est-ce que c'est rare de voir un club français battre le Bayern sur son sol? Eh bien vous allez voir avec l'enchaînement parfait avec la statistique de Jean-Jacques Vervial que ça n'est pas rare du tout. On voit ce chiffre. Finalement, le Bayern est venu gagner une seule fois en France. C'était en finale de la Coupe de l'UEFA, match retour, à Bordeaux. Mais pour le reste, le Bayern a essuyé déjà 4 défaites à Saint-Etienne, au Paris Saint-Germain notamment, 3 fois. C'est plutôt encourageant tout ça pour l'Olympique Lyonnais. Philippe Doucet, j'ai donc mis pas mal de temps à retrouver cette archive. Nous sommes en 2001, 2 ans après le grand lancement de la palette sur Canal+, sur le nouveau plateau de Ligue des Champions, puisque Canal venait de récupérer les droits de Ligue des Champions détenus jusque-là par TF1 et Roger Zabel, qui animait la grande émission. Ça nous rajeunit pas tout ça. Non. Surtout ce qui fait quelque chose, c'est d'entendre la voix de Thierry Gilardi. Évidemment, c'est pour ça que l'archive est un peu longue, mais c'était aussi pour profiter de la voix de Thierry Gilardi. Quel souvenir vous gardez de cette période, de ces premières années de palette? On va détailler évidemment, mais première réaction à cette archive. Oui, c'est une période en or pour Canal. Ça a été des années exceptionnelles qui ont commencé bien sûr avec Charles Bietri dans les années où avec Jour de foot, avec l'équipe du dimanche en premier, le Jour de foot ensuite. Alors, parenthèse, Jour de foot, le nom c'est vous. Oui, c'est vrai. Ah, bravo. C'est vrai. Alors, attendez, il y a une pépite sur ça. Racontez-nous, Philippe. Charles avait fait une réunion, ce qui n'arrivait jamais au service. Mais là, pour créer cette émission quand même, parce que c'était une émission révolutionnaire, révolutionnaire, même si ça reprenait ce que Téléfoot avait fait avant, mais pas à 22h. À 22h, juste après les matchs, avec des résumés importants sur tous les matchs, quels que soient les matchs, même Metz 3, il fallait 3 minutes, etc. Donc c'était un défi technique pour l'époque. Et il cherchait un nom. Et il dit, j'ai pas d'idée, proposez des noms. Mettez sur un petit bout de papier, puis proposez des noms. Et moi, je rumine un peu dans ma tête, puis il y a Michel Denisot qui souvent avait trouvé des noms d'émissions, il était très fort pour trouver des noms d'émissions, et le concept de Michel, c'était toujours, si c'est du foot et que c'est le samedi, t'as qu'à appeler ça Samedi Foot. Comme ça, tout le monde sait quand c'est. Et même samedi 20h foot, si c'est à 20h, il avait cette vision. Et alors là, moi, je tourne autour, je me dis, la Ligue 1, la D1 à l'époque, la D1, le problème, c'est que parfois c'est le mardi, parfois le mercredi, parfois le vendredi, parfois le samedi, donc je peux pas mettre samedi foot, je peux pas mettre vendredi foot, je peux pas mettre machin, je cherchais comme ça. Et me revient, parce que j'ai une culture cinématographique, j'adore le cinéma, et le cinéma ancien notamment, et me revient, je suis inspiré par Jacques Tati, le film Jour de fête. Et je me dis, mais en fait, ça serait une super expression, jour de... Alors après, j'hésite, jour de D1, jour de foot, jour de... Je sais plus ce que j'avais trouvé. Il y en avait 3. Je sais que j'avais écrit 3 noms. Et puis, alors pour l'anecdote, je vais dans le bureau, je teste avec un mec, comme ça, je lui dis, mais qu'est-ce que t'en penses? J'ai une idée autour de jour de fête. Il me dit, si c'est jour de fête, à ce moment-là, c'est jour de foot. Je lui dis, oui, t'as raison. J'ai barré les 2 autres et j'ai donné le petit papier à Charles Bietri qui a adopté le nom dans la foulée. Messieurs, quel souvenir Benjamin, une question. Mais juste en rebondissant sur ce que dit Philippe, et Charles était très fort. C'était un manager très particulier qui pouvait être très dur, mais qui avait un véritable génie pour pousser les gens à se révéler et à participer. Les créations du temps de cette époque dorée de Canal, les créations pouvaient venir du mec qui tirait les câbles. Donc on pouvait tout tester à Canal, c'est ce que vous expliquez. Qui avait une idée, je me rappelle une fois, Suodo répondait jamais à nos interviews, et je raconte dans le bouquin, et Charles raconte, c'est le mec qui tirait les câbles qui dit, moi je sais pourquoi Suodo il nous aime pas, hein, parce que chaque fois il se prend les pieds dans le câble. Ah, et si on mettait les câbles derrière, ah bon,
C'est ce qui s'est passé. Et puis Sodo a répondu aux interviews derrière. Et la création à Canal, qui était permanente à l'époque, c'était des détails comme ça. Avec l'idée qu'on teste génial. Tout, mais qu'on peut tout arrêter après un seul essai. Quand je démarre la palette, je ne sais pas si j'en ai pour une émission, 2 émissions. Et en fait, j'en ai pris pour 15 ans, mais ça, je ne savais pas à l'époque. Quand on écoute ces voix qui viennent de parler, ce que dit Philippe Doucet, il a dit c'était l'âge d'or de la télévision, du football, du foot à la télé. Et franchement, en tant que suiveur du foot, c'est aussi ce qu'on ressent, quoi. Franchement, en écoutant ces archives, en vous écoutant, et votre voix est associée pour nous tous à cet âge d'or aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est toujours des grands consommateurs du foot. Est-ce qu'on a vieilli, nous aussi? Je sais pas, sans doute, mais... Je te le confirme un peu. Ça, c'est sûr. Mais franchement, en tout cas, on ressent plus cet âge d'or, quoi. Cette créativité, c'est exactement ça. Cette créativité, cet âge d'or. Tu zappes aujourd'hui sur toutes les chaînes qui retransmettent du foot. Franchement, mais on s'ennuie à mourir, quoi. Sincèrement, hein. Moi, je trouve qu'Amazon fait plutôt du bon travail. Ouais. Thierry Henry, ils ont des personnalités, ils ont de bonnes mères. Moi, je trouve qu'ils font plutôt du bon taf. Mais sincèrement, le reste, on est très très loin de jours de foot le samedi soir à 22h, quoi. Très loin. Mais aussi l'équipe du dimanche. Il y a beaucoup plus de matchs aujourd'hui qui sont diffusés. Ou J+1 dernièrement, par exemple. Ça, c'était une vraie émission créative. Oui, c'est vrai, c'était très créatif, absolument. Voilà. C'est vrai. Mais Philippe, j'aime bien l'émission dans laquelle je participe encore, le Late Football Club. Alors sachez qu'avec Benjamin, on s'envoie des messages devant le Late. Est-ce que t'es devant le Late, les gars? Exactement, l'équipe du sport. Ça reste une émission un peu dans l'esprit de ce qu'était Canal. Il faut comprendre aussi pourquoi les choses se sont banalisées. D'abord, il y a plusieurs chaînes. Donc, maintenant, il y a plein d'émissions. Donc, au bout d'un moment, plein de matchs, plein d'émissions. Forcément, ça se banalise. Contrairement à une époque, à mettre en face d'une époque où il y avait 1 match par semaine, 2 matchs par semaine, et on vivait ça comme un événement. Ouais, moi, je peux parler de ma jeunesse. C'était pas 1 match par semaine, c'était 1 match tous les 3 mois. L'équipe de France, quand tout d'un coup l'équipe de France jouait, ou un match de Coupe d'Europe, quand toutes les équipes étaient éliminées et qu'il restait que Saint-Étienne, on avait droit au match de Saint-Étienne, mais à partir des quarts, pas avant. Donc voilà, évidemment, à cette époque-là, chaque match pouvait être une fête incroyable. Alexis? Non mais oui, moi je trouve que c'est un peu moi je trouve qu'il y a eu trop d'émissions en fait par trop de chaînes, et c'est vrai que ce qui était génial à l'époque à Canal et ce qui a disparu en fait avec un peu le Canal Football Club, et c'est ça qui est dommage, c'est que je trouve que ce qui était intéressant, c'est de rentrer dans le match au stade. Il y avait le 15 minutes sur le terrain d'avant où tu avais un reportage sur le match qui te met dans l'ambiance. Alors justement, le côté émission pour moi a beaucoup. Alors justement sur ce point-là, une nouvelle créativité. Alexis, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Charles Bietri joue un rôle très important justement dans, j'allais dire, l'intrusion des journalistes et de l'équipe de Canal+ dans les vestiaires avant le match. Et puis ce qu'on apprend dans le livre, c'est que vous participiez parfois avec Charles, mais vous aussi, Philippe, aux entraînements la veille. Ouais, vous êtes notamment entraîné un jour avec Victor Ikpeba qui était à la Turbie, qui reprenait. C'est inimaginable aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est inimaginable, même si on peut encore... Pas seulement à cause du niveau de foot. Oui, maintenant à 59 ans, je crois que j'aurais un peu de peine. mais je pense qu'on peut être encore reçu... non, plus à ce niveau-là, bien évidemment, mais en Ligue 2 ou en dessous, on peut encore peut-être vivre des choses à peu près comparables en termes de vous dites intrusion, c'est un peu méchant, mais en termes d'inside, d'être vraiment inside. Mais faut voir qu'à l'époque, oui, on est reçu, alors c'est tout le travail de Charles aussi, mais qui voulait vraiment, qui était un mordu de sport comme j'en ai jamais vu sur cette terre, et qui voulait être à l'intérieur de tout, qui aurait voulu être un grand sportif, Charles. C'est un bon gardien, j'ai appris. Oui, c'est un très bon gardien. Ouais, je pense qu'il était de niveau D3 par là. Moi, je l'ai pas assez vu à son meilleur niveau pour en juger, mais il paraît qu'il était à un niveau de D3, donc c'est un très bon sportif dans plein de sports, mais qui voulait être à l'intérieur du sport, il voulait être complètement dedans, donc son idée c'était ça, il voulait faire participer au vestiaire, il voulait avoir l'info avant tout le monde, donc la veille évidemment on récoltait un maximum d'infos en jouant avec les mecs, et vous imaginez après prenez la douche ensemble, après c'est une multitude d'infos qui permet de vivre le match complètement différemment de quelqu'un qui préparait le match aujourd'hui, comme j'en connais malheureusement beaucoup qui vont faire leurs fiches sur internet et puis qui auront parlé à 0 joueur avant le match. Philippe Doucet, vous êtes toujours à la recherche comme d'autres journalistes d'infos. Ouais. Un jour ça vous vaut une belle engueulade avec Thierry Gilardi. Oui, vous parlez de Tokyo. Ouais. Oui, oui, ça arrive. Racontez-nous, c'est drôle. Oui, mais ça commence mal, mais c'est drôle. Je vais essayer de faire court, parce que sinon, on va y passer l'émission, parce que Thierry à Tokyo, c'était déjà fabuleux. Mais effectivement, on était sur c'était Milan, comment s'appelait ce club national? Non, c'est pas national, Asunción, non pas Asunción, pas du tout. National Medellín. Il y a René Higuita. National Medellín, donc il y a Higuita qui tirait les coups francs, les pénaltys, etc. Et on cherche son nombre de buts. Et bon, voilà, la veille,
veille, on enquête auprès des Colombiens, on discute avec eux, etc. Puis on aboutit au nombre de buts qu'il aurait marqué, etc. Et puis le lendemain, je repense, je me dis, tiens, je devrais appeler Francis Huertas, qui était le correspondant, qui était un mec génial, il est décédé malheureusement, qui était un super journaliste et qui était à Buenos Aires, qui suivait donc, qui était le correspondant de France Foot sur le football sud-américain. Et je l'appelle et il me donne un autre chiffre. Je me dis, bon, bah, très bien, du coup, j'actualiserai, puis je le dirai à un moment du match, quoi. Et Thierry Gilardi, le matin, avait un vague plateau qui avait, enfin, à mon sens, pas une importance vitale, mais il avait donné le chiffre qu'on avait eu la veille, quoi. Et quand dans le direct, je donne le chiffre, Thierry prend le casque et le balance contre la vitre et pète complètement les plombs. Je regarde, mais je fais pareil, du coup, énervé aussi. Je dis, mais qu'est-ce que t'as, etc. Et on s'engueule, mais de manière absolument mémorable. Et bon, finalement, on reprend nos casques et on finit le match. Et puis Thierry, qui était un mec, on l'appelait Bouillotte, c'est pas pour rien, il montait dans les tours très très rapidement. Et il finissait par redescendre. Et il finit par redescendre, puis après, quand on descend du bus, en revenant du match, il me dit, bon, allez, on se fait le meilleur resto. Bon, ça voulait dire, bon, allez, oublie. Et puis il y a la soirée qu'on a envie de... énervé, mais oublie. Il y a la soirée Paul Valéry. La soirée, pas Paul Valéry, non. François Valéry. Non. Patrick Valéry. Paul Valéry. Ah, oui, Patrick Valéry. Oui, ça c'est un autre souvenir. Bon, tout ça est dans le bouquin parce qu'effectivement, dans le bouquin, j'ai essayé de raconter un certain nombre d'anecdotes pour comprendre comment j'étais arrivé à la Palette. Je suis pas arrivé à la Palette en me disant tout d'un coup, ah bah tiens, je vais faire de la technique dans le foot, je vais faire de l'analyse statistique et de machin. Non, c'est une construction de passion du foot, de passion du jeu de foot. Mais en même temps, on a toujours l'impression... Qui m'a amené d'ailleurs, j'étais consultant d'ailleurs, je commentais comme un consultant à la place de Charles quand il ne faisait pas les matchs. Donc je commentais avec Thierry Gilardi, avec Pierre Sled, Grégoire Margoton, etc. Donc dans ce rôle de consultant. Et c'est toute cette chose que j'ai amené, qui m'a amené à développer, c'est aller chercher une telle passion pour le jeu que j'ai été chercher des outils, en fait. J'ai été chercher des outils pour vraiment le comprendre, parce que c'est bien, mais c'est souvent informel, le foot. On dit, même quand on parle de Rennes-Lyon tout à l'heure, bon, on a on échange nos sensations, nos émotions, de ce qu'on a pu sentir du match. Et puis de temps en temps, c'est quand même pas mal de les vérifier sur des datas, vérifier sur du concret en disant, mais est-ce que avec des datas, je comprendrais, ça rejoint mes idées, ou est-ce que j'apprends encore autre chose, etc., etc. Alors bon, l'anecdote de Patrick Valéry, c'est qu'on se gourre. Là, Thierry est pas énervé du tout, mais il est plutôt désespéré qu'autre chose. C'est qu'en fait, on est à l'époque, on va sur le terrain pour avoir la compo. Manque de bol, je crois que c'est Roger Mendy qui se blesse à l'échauffement. Du coup, Emmanuel Petit change de poste, il devient central et du coup rentre un arrière droit. Et de loin, comme ça, à Belenenses, qui est un stade portugais, on était à l'autre bout du stade, très très mal placé, etc. Je dis, bon, ça doit être Patrick Valéry, parce qu'on apprend ça 5 minutes avant le match, il n'y a pas de feuille de match, il n'y a rien à l'époque. Donc on apprend ça comme ça, et pourtant on était sur le terrain un quart d'heure avant. Et puis bon, voilà, c'est bon. On regarde ça, on dit, ça doit être Patrick Valéry, puis on raconte ça, etc. Et puis en première période, tout va bien, parce qu'il est très 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 loin, on le voit pas. Et deuxième période, il est beaucoup plus près. Et là, Thierry me fait signe, enlève ton casque. Quand j'enlève le casque, il me dit, c'est pas Patrick Valéry. J'ai commencé, c'est pas Patrick Valéry. Bah non, c'est pas Patrick Valéry. Ah bon? Je regarde, t'as raison, c'est pas Patrick Valéry. Bon. Et Thierry, c'est ça qui est fou, Thierry qui avait une expérience bien supérieure à moi. Moi, on est en 89, moi j'ai commenté 5 matchs à ce moment-là. Et Thierry me dit, mais jamais Charles nous pardonnera ça, on va se faire virer, c'est notre dernier match. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors je lui dis, Thierry, c'est toi qui as de l'expérience, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Alors je cite plusieurs solutions. Parmi elles, je dis, tiens, on le cite plus. Ah oui, c'est très bien ça. Ah oui, c'est très bien, voilà. Et Thierry me dit, ok, on fait comme ça. On cite plus Patrick Valéry. Et puis évidemment, à la 85e, qui s'échauffe le long de la touche? Patrick Valéry. Et là, Thierry me dit, fais signe, j'enlève le casque, il me dit, comment on fait là? Parce qu'il va rentrer. Et ce qui était incroyable, c'est que Thierry en était mort de alors, pas à la fois par passion professionnelle, parce qu'il avait fauté, donc c'était grave. Enfin, moi avec, on avait fauté, donc il considérait ça comme grave, et il considérait que c'était notre dernier match. Moyennant quoi, évidemment, on a téléphoné à Charles le lendemain matin. Thierry était blanc, il n'avait pas dormi de la nuit, il était blanc comme un linge.
Et Charles a été remarquable et a dit bon ça nous prouve qu'il faut travailler plus. Vous voyez, la veille quand on va à l'entraînement, il faut travailler plus sur les remplaçants et ça résoudra le problème. Et là Thierry a retrouvé ses couleurs et il est parti pour une belle carrière, une superbe carrière que l'on sait. Charles Bietri, Thierry Gilardi, Michel Denisot, de grands personnages de l'histoire de la télévision, de Canal Foot et du foot télévisé. Il y a une grande personnalité du foot qui par contre vous faisait un petit peu peur, on l'écoute. Écoutez, nous on va aller se coucher et je sais qu'il y en a certains dans les Caraïbes parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent aux Antilles, et eux ils vont pas aller se coucher parce qu'il est 6h de moins, ils vont aller à la plage et boire du punch. Et Jean-Paul, toute la bande, etc. Voilà. Ça c'était petit message personnel, il est passé. Philippe Doucet, la palette à Doudou, c'était une palette en duo avec Michel Platini, puisque vous deviez le faire réagir à vos résultats de recherche, et ce n'était pas un partenaire très simple à gérer d'une certaine manière. En fait, moi, ma jeunesse, c'est Platini. Je suis un admirateur fou de Michel Platini. C'était mon joueur préféré, évidemment. Et j'avais appris à le connaître dans mes premières années Canal, donc c'est pas que j'avais peur de lui. Sauf que quand quand j'évoque l'idée à Michel Denisot d'inventer la palette, j'ai pas inventé l'outil graphique existait déjà, le football américain l'avait déjà utilisé, etc. J'en ai fait un objet de direct ou de presque direct. C'est ça un peu mon invention, mon apport. Et quand j'ai évoqué l'idée à Denisot, et que Michel Denisot m'a dit ça serait pas mal, ça ce serait nouveau, ce serait intéressant. Et puis il me donne 15 jours, et au bout de 15 jours il me dit c'est bon, on le fait, et en plus tu vas le faire avec Michel Platini. Et moi je suis terrorisé parce que je connais Michel. J'aime pas les stats, hein. D'abord, mais Michel, soyons clairs, si tu n'as pas 40 sélections en équipe de France, qu'est-ce que tu vas parler de foot avec moi? Non, mais tu rigoles. J'espère qu'il nous écoute pas, Michel. Non, mais moi je l'adore, Michel, j'adore. Mais il est comme ça, Michel. Bien sûr, c'est ça. Tu vas pas quand même oser parler à Michel Platini de foot alors que t'as même pas 40 sélections en équipe de France. Et ça rejoint Rudy Garcia, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. Et donc, au début, je suis terrorisé. Alors, je fais vite, mais effectivement, ça loupe pas. C'est-à-dire que Michel, comme toujours, avec un sens de la contradiction incroyable. Platini, alors c'est pour ça que je le craignais aussi, parce que je savais que Michel, de toute façon, il commence sa phrase par non. Tu dis un truc, non. Non, ce qui est intéressant, c'était ça. Ah bon, d'accord. On refait. Ça donnait d'ailleurs un côté interactif génial à la palette qu'on a perdu, parce qu'aujourd'hui, c'est un outil plus clean, plus soft, plus joli, avec des jolies flèches, etc. Mais c'est un outil enregistré. Donc on peut plus rien faire. Alors qu'à l'époque, moi je faisais tout à la main en même temps. Ce qui ajoutait à la panique, parce qu'il y avait quand même Platini à 2 mètres de moi, quoi, donc c'était quand même un peu chaud bouillant, donc je me gourais en plus, etc. Et en plus, du coup, quand Michel me contredisait, je refaisais la palette. Je dis alors c'est plutôt l'arrière gauche qu'on va regarder. Ok, très bien. Et puis je faisais le rond sur l'arrière gauche au lieu de l'arrière droit. Bon, très bien, etc. Mais surtout cette contradiction permanente, au bout d'un moment, ça a pas loupé. Un jour, ça a été un peu plus fort que d'habitude, et Michel Denisot m'a dit écoute, arrête, ne développe pas, demande à Michel ce qu'il veut comme image, et puis il fera la palette, tu lui dis bonjour, et il fait la palette. Et moi, dans ma tête, je me dis non, c'est pas ça la palette. Parce que Michel Platini, tout Michel Platini qu'il est, c'est pas lui qui va développer un produit de télé, c'est un produit de télé, la palette. C'est un outil je voulais en faire vraiment une rubrique télé, quoi, un objet télé, quelque chose de. Et c'est pas Platini qui va le faire. Platini, il a le génie du foot, ok, très bien, mais il va pas développer ça. Et donc, je me dis, si je fais ça, c'est la mort de la palette. Et donc, j'étais obligé de me battre. Enfin, je raconte ça dans le détail dans le bouquin. J'étais obligé de me battre pour trouver un positionnement pour que, en fait, ce soit un peu plus rigolard au début, pour que Michel, ça le détende, et que du coup, même s'il me contredit, parce qu'il me contredira de toute façon, c'est quand même Michel Platini, quoi qu'il arrive, il me contredira, mais c'est pas grave. Au moins, ce sera un peu plus détendu. Et c'est là que j'ai en fait inventé le personnage de la palette, c'est-à-dire, je commençais mes introductions en disant alors Michel, c'est pas moi qui ai choisi cette action, c'est la palette, elle a insisté. Je veux pas critiquer la palette, mais bon, voilà, elle a voulu vous montrer ça en pensant que. Et déjà, je voyais Michel avec un grand sourire qui se marrait. Et de ce jour, tout ça s'est calmé, tout ça est passé, et c'est même devenu mythique quelque part. Hein. Enfin, je sais pas, c'est votre génération qui a été marquée par ça. On se rappelle très bien de ce que vous racontez avec Michel. Hein. Moi, je vais termine rapidement par rapport à ça, qui était de savoir si justement, parce qu'avec la palette, vous êtes un peu un précurseur de la data finalement. Est-ce que les clubs à cette époque et aujourd'hui vous démarchent en vous demandant, parce que à l'époque les clubs ne sont pas du tout organisés comme aujourd'hui.
Non, pas du tout. Vous êtes précurseur de tout ça, et est-ce que justement ça a un impact sur la vie des clubs et les matchs? C'est un peu l'objet du bouquin, et ça va me permettre de conclure en globalisant. C'est, en fait, j'invente, entre guillemets, je développe les datas juste avant la palette, en fait. C'est la même année, c'est l'année 99, c'est l'année de toutes les idées, l'été de toutes les idées, et je vends à Thierry Gilardi que les stats, on n'avance plus, et on peut faire un produit beaucoup plus développé, avec des stats sur 22 joueurs, etc., ce qu'on n'avait pas du tout à l'époque. On avait des stats sur 2 joueurs, on choisissait un joueur avant match, s'il se blessait à la 25e, c'était fini, on n'avait plus de stats, enfin bon, ça allait pas, quand et je lui vends ça. Et du coup, je deviens Monsieur Stat aussi sur les matchs de Ligue 1 au même moment, juste avant la palette, quoi. Et donc c'est moi qui interviens de temps en temps sur la Ligue 1 en donnant de temps en temps une stat. Je m'en souviens le dimanche soir. Et donc il y a la data d'un côté, donc à travers les stats, et le dimanche soir bien sûr, et à travers et il y a la palette parallèlement. Donc avec je développe ces 2 outils en parallèle en fait. Et effectivement, la question elle est bonne parce que je vais voir après tous les matchs. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'être foot. C'est pas de faire de la data. Je suis pas un passionné de statistiques. Je m'en fiche des statistiques. Ce qui m'intéresse, c'est en quoi les statistiques peuvent m'aider à comprendre le foot et peuvent aider le téléspectateur à comprendre le foot. Donc, je passe mon temps à aller voir les entraîneurs après les matchs. Je leur dis, tiens, vous regardez ce que je fais un peu, ça vous intéresse vous-même, qu'est-ce que vous faites dans votre club? Et en fait, ils faisaient quasiment rien. À part j'en parle dans le bouquin, Elie Boop, qui avait déjà conçu un petit peu l'importance de la vidéo. Par contre, les stats, non, ils étaient nulle part, les clubs. Ils faisaient rien du tout. Et en fait, la plupart des entraîneurs, qui étaient un peu de la génération d'avant, les Denouex ou autres, me disaient, ouais, enfin bon, ça nous distrait, quoi, ce que tu fais, mais bon, je dis pas qu'ils traitaient ça par-dessus la jambe, mais ils le traitaient pas, ils ne faisaient pas ça. Et ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que, et c'est toute la 3e partie du bouquin, elle fait quand même 100 pages, donc, et on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je finis là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est ce que c'est devenu tout ça. Parce que la palette, bon, c'était une très bonne idée, je me félicite de l'avoir eue, ok, très bien, mais elle a généré de multiples choses, c'est-à-dire l'analyse vidéo est montée crescendo au niveau des clubs. Aujourd'hui, à Liverpool, il y a des data scientists qui viennent des plus grandes sociétés, des plus grandes universités américaines, chinoises, du monde entier, et qui font de la data sans rien connaître au foot en plus, hein, et qui font de la data à mort pour alimenter un club comme Liverpool, Toulouse fonctionne de la même manière, enfin il y a plein de clubs comme ça. Et tout ça, c'est venu. Je dis pas que tout est venu de la palette, tout n'est pas venu de moi, mais c'est vrai que j'étais précurseur par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, malheureusement, ce sont plus les médias qui créent. C'est rentré dans une autre sphère de très très haut niveau avec des investissements extrêmement importants parce que il faut les payer tous ces gens-là et payer les computers, etc., etc. Et aujourd'hui, effectivement, les clubs, et c'est toute la 3e partie que j'ai aimé écrire parce que finalement, j'ai découvert plein de choses que je ne savais pas en fait. Je savais pas que ça avait généré, entre guillemets toujours, hein, je suis pas l'inventeur de tout ça, mais ça a généré vraiment un techno-foot extraordinairement développé et qui aujourd'hui atteint des degrés presque excessifs, je dirais même. Merci beaucoup Philippe Doucet. La palette racontée par son inventeur, comment la vidéo a révolutionné le foot. C'est paru aux éditions Solar. C'est un plaisir de vous recevoir une nouvelle fois dans Classico. C'était un plaisir. Je conseille vivement, vous l'aurez compris, la lecture de votre nouveau livre. À très bientôt dans Classico. Merci beaucoup. Merci. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J.